Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Guilde du Trading. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un thème ô combien adoré par Greg, qui est la gestion du risque. Ah bah c'est l'argent directement, oui, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et comment gérer son capital, quoi. Pour ceux qui veulent se mettre sérieusement au trading, on va aborder donc la gestion du capital, pour le trading spécifiquement du Forex, mais bon, pas que, c'est vraiment... Oui, ça va être des informations que l'on peut utiliser pour peu importe le domaine, peu importe ce qu'on trade, à partir du moment où on fait du day trading ou même du swing trading, donc du trading plus long terme, ou de l'investissement vraiment plus long terme, style bon père de famille, eh bien, c'est les informations que je vais vous divulguer sont valables pour tous les types d'investissement et de trading. Déjà, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux juste nous donner la définition de la gestion d'un capital? Qu'est-ce que c'est déjà un capital? Est-ce que ça est le budget de trading? Est-ce qu'il y a une différence? Voilà, c'est un synonyme? Non, il faut bien faire la différence entre l'argent que vous possédez sur votre compte bancaire, peu importe, ou que vous avez en argent liquide, en patrimoine ou autre, et votre capital de trading et votre capital d'investissement. Il faut toujours faire la séparation des deux. Donc là, c'est l'argent que tu bloques spécifiquement pour faire ça. Voilà, on bloque spécifiquement un capital qu'on alloue à des décisions d'investissement, que ce soit du day trading ou que ce soit de l'investissement immobilier, actions, crypto, peu importe. Ou investir sur le SP500, qui est l'indice des 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis, dans le CAC 40. Si vous avez par exemple 10 000 euros que vous voulez, que vous décidez d'investir, eh bien vous gardez ces 10 000 euros qui n'ont du coup plus rien du tout à voir avec votre argent dont vous avez besoin tous les jours pour vivre et qui va payer vos factures, permettre à vos enfants de vivre, d'aller à l'école, etc. Ouais, donc en fait c'est une budgétisation, c'est un peu comme quand on met de l'argent de côté pour un projet, on se dit là on met de l'argent de côté pour partir en vacances, on aura cet argent pour quand on sera en vacances et on ne pense pas au-delà de ça puisqu'on ne va pas l'étaler. Ah oui, tu définis justement, ça c'est une bonne analogie, tu définis combien tu vas dépenser pour ton budget vacances et tu le dépasses pas ou tu le dépasses un petit peu s'il y a des imprévus. Mais là, c'est exactement la même chose. Vous allouez une partie ou la totalité de votre capital au trading et vous ne le dépassez pas, peu importe ce qui arrive. Vous avez décidé que cette somme-là est considérée comme utilisé, investi. Donc, pas se mettre dans la tête que c'est perdu, c'est de l'argent perdu. Non, parce que vous avez toujours la capacité de pouvoir reprendre cet argent s'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui se passe. Ou même si vous décidez que pour le moment, vous voulez faire une pause dans vos investissements, vous pouvez reprendre votre capital, surtout sur des marchés liquides comme le Forex. En un jour, vous retirez votre argent. Oui. Ou sur les crypto-monnaies, vous pouvez convertir vos crypto-monnaies et récupérer vos fiat, donc votre argent comme l'euro, le dollar, etc. Donc, c'est une première séparation. On décide d'utiliser un capital qui est destiné à cette activité. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une règle en particulier que tu suis pour savoir quelle portion de ce capital tu vas utiliser pour chaque trade, pour chaque paire? Est-ce que tu alloues une portion du capital pour chaque outil que tu trades ou comment ça se passe? Oui, ça c'est un peu plus complexe parce que ça dépend vraiment du système Et toi, en l'occurrence, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, en l'occurrence, je le fais par rapport à mes backtests, c'est-à-dire par rapport aux données importantes, historiques que j'ai accumulées sur mon système de trading. Puisque je sais que j'ai une certaine perte latente, donc ce qu'on appelle un drawdown sur mon capital, par rapport aux entrées et aux sorties que j'ai fait dans mon système, je sais que je vais perdre, par exemple, à un moment donné, au plus bas de ce qui a été investi, j'avais par exemple perdu moins 7,8% à un moment donné précis. Oui, d'accord. Donc en fait, pour calculer combien tu es prêt à risquer, tu t'occupes pas de combien ça va gagner, parce que ça, tu gagnes tout ce que tu peux gagner. Voilà, on prend ce que le marché nous donne. Oui. Le maximum de ce que tu peux perdre. Oui, et toujours. Pour ça, tu as des tests sur plusieurs années auparavant. Et sur des centaines et des centaines de trades. Pour évaluer l'efficacité de ton système. Oui. Et tu as besoin de la donnée principale qui est combien au maximum ça peut perdre avant de commencer à regagner ce que ça a perdu. Voilà. Et là, du coup, en sachant ça, tu te crées une partie du budget que tu alloues à chacun des instruments. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a, tu sais, comme je dis souvent, on ne contrôle pas grand-chose dans le marché. Je veux dire, concrètement, quand vous tradez, vous ne contrôlez que deux choses. C'est le moment où vous entrez et combien vous entrez, avec combien vous entrez dans un trade. Donc, c'est les deux choses que l'on contrôle véritablement. Soit on reste à rien faire, soit on achète. Bon, c'est la même chose, hein, ça fait pas trois trucs. Soit on achète et on vend.
et on décide de combien on va décider de ça. Donc comme ce sont les deux points véritables, les vrais et les seuls points sur lesquels on contrôle ce qu'on fait, eh bien c'est très important d'être focalisé dessus. Et donc de savoir ce qu'on fait à partir du moment où on a décidé, ok, je rentre là et j'alloue telle quantité. Pour décider concrètement quelle quantité il faut alloué à un trade, eh bien, vous ne devez pas, vous pouvez le faire avec la règle du pouce on risque jamais plus de 1 ou 2% de son capital. Mais ça, c'est très, on va dire, c'est un petit peu hasardeux. C'est pour donner un ordre d'idée, quoi. Voilà, c'est pour pouvoir quand même, si on respecte cette règle, alors cette règle-là, on aura déjà beaucoup moins de soucis que ceux qui vont risquer 10, 15, 20% par trade parce qu'ils ont des bonnes infos ou ils pensent avoir de bonnes infos. Ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez commencer à faire. Mais moi, ce que je recommande pour le faire vraiment avec la cohérence que vous avez eue dans vos tests passés, donc dans vos backtests, c'est de savoir combien a été votre drawdown maximum, de le doubler. Donc si ça a été par exemple 8%, eh bien vous le doublez. Comme ça, vous avez une marge d'erreur qui est vraiment très élevée, possible, et ça vous fait donc un drawdown maximum que vous savez d'être 16%. Donc sur un compte de 10 000, par exemple, pour faire simple, eh ben, vous avez eu une perte latente de 1 600 € à un moment donné, eh bien vous répartissez vos trades, le pourcentage d'argent que vous allez allouer à chaque trade en fonction de votre drawdown maximum pour ne jamais avoir à le dépasser si jamais il y a à nouveau un type de scénario, on va dire catastrophe, qui vous ramène au plus bas, encore une fois, qui vous ramène au plus bas de ce drawdown. Oui, de la pire série que le système a rencontrée dans son historique. C'est ça. Parce que comme on ne sait pas combien on peut gagner, la seule chose que l'on sait, c'est combien on a décidé de perdre. Donc comme on a décidé de perdre un certain montant, eh bien, vous savez exactement combien vous allez risquer, et ça, comme ça, il n'y a pas d'incertitude. Et en sachant combien vous avez risqué, eh ben, c'est là où, du coup, les gains peuvent être illimités. D'accord. Et ça, quand tu connais la possibilité de drawdown d'un système, est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre à jour tes statistiques en l'utilisant en vrai? Tu t'aperçois que finalement, en le tradant en vrai, tu as atteint un drawdown maximum que tu n'avais jamais vu auparavant, ou est-ce que les statistiques généralement se répliquent? Et si tu as des séries de trades perdantes, comment tu gères ta gestion du capital par rapport à ça? Alors, c'est déjà arrivé d'avoir effectivement un drawdown qui retouche l'équivalent historique de ceux dont j'avais de mes tests. Mais comme le but, c'est de toujours doubler ce drawdown éventuel, voilà, c'était par exemple il y a plusieurs années sur un autre type de système, donc qui est très proche de celui-ci, mais qui était un tout petit peu moins efficace et qui était un peu plus risqué. J'avais eu une perte de 12% sur mon capital avec plusieurs séries de trades perdants, etc. Mais seulement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais alloué mes trades pour avoir une série maximum de 24-25%, donc en doublant donc j'étais très à l'aise. Psychologiquement, ça va tout à fait de risquer que 10, 12, 15% d'un capital, c'est quelque chose qui reste raisonnable. C'est évidemment pas 30, 40 ou 50%. Parce que là, psychologiquement, ça peut faire mal, surtout quand on traite de gros capitaux. Et donc, pour gérer ces 7 séries de trades perdants, eh bien, encore une fois, c'est la psychologie là qui rentre en ligne de compte. Et comme on est censé le faire avec un capital qu'on a déjà défini au tout départ comme investi, eh bien, peu importe, on a juste à suivre le plan de trading et à respecter sa série de drawdown maximum qui, lui, est doublé. Donc, en étant à 10, moins 12%, en sachant qu'on a accepté dans notre plan de trading un drawdown qui va jusqu'à moins 24 ou moins 25% pour cet exemple-là, évidemment, eh bien, c'est comme ça qu'on gère notre série de trades. Parce que sinon, bien entendu, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On ne doit le déterminer qu'en décidant, je ne risque que telle quantité d'argent. Et comme j'ai fait suffisamment de tests sur suffisamment de conditions économiques et que je sais que mes tests ne sont pas liés au hasard, que c'est pas parce que ça a gagné par exemple 100 fois et perdu 50 fois que c'est quelque chose qui est lié au hasard, on a d'autres moyens de le backtester. Ça évidemment, je vous l'enseigne dans les formations. Quand on sait comment déterminer un système avec des résultats sur historique qui sont d'un côté lié à quelque chose qui peut être hasardeux et de l'autre avec une efficience très importante et avec un taux de confiance de plus de 99%, eh bien on sait que ces résultats sont liés donc avec seulement 1% de chance que ça ait été dû au hasard. Donc quand vous avez ce genre de résultats, vous continuez tout simplement. Parce que les aléas du marché font qu'il y a des drawdowns, il y a des pertes, ça fait partie du jeu.
Oui, ça évite d'être le trader kéké du dimanche qui en envoie malheureusement un peu sur Internet. Là, j'ai vu encore quelques trucs. Bon, j'ai pas cliqué, mais je voyais les titres d'articles. Il investit 2000 €, il perd tout. Mais en fait, encore ça va si c'est que 2000 €. Non, mais c'est des gens qui font des all-in sur leur premier trade ou je sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est. Ah bah oui, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui vendent biens immobiliers. Tous les trucs de la famille et tout pour tout acheter en Bitcoin par exemple. Mais là en l'occurrence quand tu parlais de ton donc le compte d'exemple de 10 000 €, et puis tu avais par rapport au système de l'époque alloué un maximum de 24% de perte. Oui. Ça n'a pas atteint ça, donc tu as continué et tu as remonté et tu as fait du profit. Voilà. Mais dans le cas où quelqu'un alloue 24% de perte et le dépasse, il a une série de trades qui font que ça perd beaucoup. Oui. Et il a 26% de drawdown, qu'est-ce qui se passe? Idéalement, il faut stopper sa façon de trader. Oui, on ne perd pas les 75% restants, on les sauve. Voilà. Là, si on atteint le maximum du drawdown, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque personne. Ça s'appelle l'aversion au risque. Et chaque personne a une aversion au risque plus ou moins élevée. Si vous êtes quelqu'un qui sait très bien gérer son argent sans même trader, qui décide d'investir, je sais pas moi, on va dire, il investit 10 000 €, encore une fois, pour donner un petit exemple. Que ce soit rond et facile. Oui, parce qu'on va pas prendre 100 000, parce que pour certaines personnes, c'est très élevé. Donc, on va prendre 10 000. Cette personne-là sait gérer son argent bien avant même d'avoir su trader ou quoi que ce soit. Eh bien, cette personne sait qu'elle veut risquer 2 500 € maximum de ces 10 000, en s'en fichant éperdument si elle les perd ou pas, parce que ce n'est pas de l'argent vital. Par contre, là où elle va faire très attention, c'est dans la gestion de risque de son système pour ne pas tout simplement dilapider les 2500 en question. Donc, s'il y a des pertes liées à des erreurs de trading, ça veut dire que la personne ne s'est pas assez entraînée. Si la personne a respecté scrupuleusement son plan de trading, chaque trade a été exécuté 100% exactement comme il fallait, comme si c'était un algorithme. Dans ce cas-là, c'est le système qui a un problème. Dans ce cas-là, ça voudrait dire effectivement que le système a un problème ou que les backtests ont été mal faits. Ça, c'est possible aussi. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux stopper, parce que de toute façon, on a atteint notre tolérance au risque maximum de perte. Oui, une fois qu'elle a été définie en amont avec la froide, c'est pas à ce moment-là qu'il faut dire non, mais c'est pas grave, je respecte pas ce que j'ai dit au début. Non. Quand on a défini une perte maximum, et ben sur ces 10 000, on retire nos 7 500. Et on fait un point. Et on fait un point. On réévalue nos backtests, on réévalue tous nos trades passés, on s'assure que la psychologie était bonne, on s'assure qu'on n'était pas dans des domaines économiques et avec des news économiques particulièrement exceptionnelles qui ont fait qu'on a enchaîné certaines pertes, etc. Il y a évidemment un moment où, tout comme on a des stop-loss sur chacune de nos positions, on a un stop-loss global aussi sur notre capital global. Oui, et donc, comme tu disais, évaluer si le problème vient du système ou vient de l'exécution du système. Ou de la personne, c'est-à-dire soi-même aussi. Ou vraiment d'un moment qui est très spécial et qui fait que ça n'avait pas été pris en compte dans les s'il y a une explosion de la volatilité à cause d'une guerre, à cause d'une catastrophe naturelle, à cause de tout ça, il faut le prendre en compte. Des situations exceptionnelles peuvent faire des drawdowns exceptionnels et donc il ne faut pas forcément les prendre en compte dans la ligne et dans le plan de trading au jour le jour. Par contre, sur votre capital global, quand vous avez décidé de ne risquer que 25%, eh bien si ces 25% sont dépassés, on se remet en question et on retravaille. Et on reprend éventuellement le même système si c'était une mauvaise exécution après s'être entraîné. Voilà. Donc on repasse par la phase réentraînement en fictif. Oui, réanalyse de ces données en fait. Parce qu'on n'a que ça pour véritablement savoir ce qui se passe. Le marché est en constante évolution, mais il y a des points clés pour savoir ce que font les gros professionnels qui font bouger les marchés. Donc si vous savez qu'il y a cette façon de faire là, que vous avez les données, que vous avez les bons outils pour le faire, mais que vous avez soit mal suivi, soit par malchance, soit que vous avez pris parfois un peu trop de risques et que vous vous en apercevez après. Ça, c'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des étudiants qui m'ont dit « Oui, j'ai respecté scrupuleusement le plan, machin, mais j'ai eu, par exemple, à un moment, j'ai eu 15% de drawdown. » On a revu ensemble ces trades et il y avait des positions où il y avait des surachats à plus de 3% de risque par trade. Et j'avais dit à cette personne-là, regarde, si tu n'avais pas tradé ici sur ces deux positions, à 3% et 3%, il s'est pris un moins 6% d'un coup. Oui, alors que ces positions devaient être à 0,75%. Donc tu vois la différence. Ça fait tout de suite. Et voilà, ça fait au lieu de 1,5% de perte, il s'était pris moins 6.
Et donc, l'accumulation de petites erreurs comme ça, que la personne... Erreur, parce que c'est plus du tout le système. Voilà, oui, mais c'est de petites erreurs, oui, c'est entre guillemets. Oui, et c'est pour ça que c'est important aussi qu'un un mentor ou un professeur puisse être capable d'analyser froidement vos données, parce que sinon, vous pensez bien faire, et puis vous fourvoyez, et puis vous apprenez, certes, vous apprenez avec l'expérience, mais vous apprenez en payant le prix fort. Est-ce que ça peut valoir le coup, en fin de journée, de se faire une espèce de débriefing pour vérifier si on a bien respecté son système? Ça, oui, c'est complètement quelque chose que je fais aussi moi-même et que je recommande à faire dans toutes les formations, peu importe, même de débutants, même de experts, même de très avancés. Il faut toujours faire un point au départ, c'est-à-dire préparer sa journée, et à la fin, se débriefer sa journée pour être sûr, au lieu d'attendre une semaine, 3 semaines, un mois. Plein de détails. Voilà, c'est comme l'analogie avec le fitness. Si tu peux te peser une fois par jour, une fois par semaine pour connaître ton poids, mais si tu veux une moyenne, c'est plus précis de se peser tous les jours. Et après, tu fais la moyenne de la semaine. Enfin, ça, tu connais. Là, c'est exactement la même chose. On se fait son point, sa propre analyse, comment on s'est senti, tout ça, c'est de tenir un journal de trading. Et c'est très important de le faire parce que ça vous permet d'avoir un suivi au jour le jour, parce qu'il n'y a que 5 journées par semaine dans le Forex, et puis dans la bourse aussi classique, c'est le samedi et le dimanche, c'est fermé. Donc c'est très important d'avoir le maximum de données possibles pour vous faire une moyenne sur l'année. Et puis même, ça permet aussi de corriger un mauvais comportement tout de suite. On est en train de prendre, parce que si on se dit... aujourd'hui, il y a ce trade-là, je l'ai pris à 3%, comment ça se fait, j'ai pas fait gaffe, faut pas que je refasse la même chose demain. Oui. On peut le corriger tout de suite, plutôt que de se dire à la fin de l'année où, j'ai cramé le budget. Surtout que ça va vite, comme l'exemple de tout à l'heure, 2 trades à 3%. Ça fait tout de suite. C'est de ne pas s'en rendre compte quand on est en train de le faire. Mais... à cause de la volatilité et à cause de... Si tu veux, c'est pas la taille de position, là, c'est la gestion mauvaise du stop-loss qui a fait qu'au lieu d'avoir une perte de 0,75%, ça a fait une perte bien plus importante. Sinon, les tailles de position, donc la quantité d'argent investi, aurait été bonne si le stop-loss avait été respecté. Donc en fait, c'est pas un problème de à combien cette personne-là est rentrée dans le trade, c'est à combien elle a décidé d'avoir une tolérance et à bouger son stop, tu vois. Et donc ça c'est un problème. Et ça, il aurait fallu s'entraîner un peu mieux sur plus de fictifs ou Il aurait fallu être bien capable de ne pas faire ce genre d'erreur de gestion de stop en fictif, effectivement. D'abord en historique, ça c'est très facile, et puis après en compte de démonstration, sur lequel là on peut perdre autant d'argent qu'on veut, ça n'a aucune incidence, à part le fait de savoir si on est véritablement prêt ou pas. Et là, en fictif, toi, tu conseillerais d'avoir une expérience de combien de trades fictifs pour pouvoir avoir vu à peu près tous les cas de figure possibles, même si c'est jamais le cas, vraiment, il peut y avoir toujours des surprises, mais disons il peut toujours y avoir des... Oui. On sait que si tu fais 20 trades, t'as pas vu assez de cas de figure. Non, je prends le même exemple que le strict minimum, c'est 200 trades. 200 vrais trades en fictif, voilà, dans lesquels on rentre avec de l'argent fictif, qu'on a suggéré, qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on n'a pas mal estimé ses stops. Voilà. Là, on peut commencer avec un petit montant d'argent réel. Voilà, parce que contrairement au challenge de prop firm, etc., là, le but, quand on s'entraîne à faire ça, c'est pas de gagner un certain pourcentage. Par exemple, on décide qu'on veut gagner 30% sur notre capital et on se dit prêt. Non, c'est pas comme ça que j'enseigne et c'est pas comme ça qu'il faut faire. On est prêt quand on a respecté son plan de trading sur toutes les journées de trading, première chose. On est prêt quand on a été à 100% dans la bonne psychologie. Et on est prêt quand on a fait le minimum, c'est le strict minimum, les 200 trades, et qu'il y ait eu des pertes ou des gains, on les a tous faits à 100% et exécutés correctement. Les pertes, on s'en fiche. Collant au système qui était prêt. Voilà. Les pertes, on s'en fiche, les gains, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est avoir respecté le plan exactement comme si vous étiez vraiment dans une prop firm ou dans une banque d'investissement. Là, si vous respectez les plans, même si vous avez des pertes, vous allez être encouragé par votre manager. Si vous avez fait des gains et que vous n'avez rien respecté du plan, vous allez vous faire engueuler. Oui, parce qu'on part quand même du principe qu'il y a d'abord un système de trading qui a été testé, validé, entériné, on sait que ça gagne tant de pourcentage, on sait que ça peut perdre tant de pourcentage, on sait que les périodes de drawdown sont maximum de telle durée. Avec une certaine estimation, évidemment, un pourcentage d'estimation, il n'y a jamais du 100% de sûr. Mais il faut, entre guillemets, avoir fait suffisamment de tests mathématiques et statistiques pour avoir la foi dans ton système et ensuite se dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, je le respecte, coûte que coûte, même si je vois qu'il y a des pertes, si c'est des pertes qui rentrent dans l'exécution qui était prévue, je continue à le faire. C'est ça. Et on peut considérer en fictif que c'est une journée réussie si les 5 trades perdants que vous avez pris étaient prévus par le système et que vous les avez bien exécutés. Oui, parce que vous les auriez notés sur votre historique.
Donc pourquoi ne pas les exécuter en vrai quand si après on repasse 6 mois dans le les futur, ils sont faits sur les historiques. Et oui. Il n'y a plus moyen de tricher dans le passé, donc il faut faire c'est mécanique, il faut faire exactement la même chose. Oui. Parfaitement. Pour terminer, on va faire une dernière question un peu plus légère qui va être sur les martingales. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible de l'utiliser en trading? Bien sûr que ça existe. Non, mais est-ce que c'est possible de l'utiliser en trading? Dans tout type d'investissement et dans tout type de pari. Alors peut-être déjà explique ce que c'est. La grande martingale, c'est connu de tous les parieurs de paris, qui consiste à doubler votre mise pour vous rattraper votre perte. Voilà. Par exemple, vous commencez par miser 1, vous avez perdu 1, donc du coup vous misez 2 le prochain coup pour essayer de récupérer le 1 et gagner 1. Puis si vous avez perdu le 2, vous misez 4. Comme ça, vous récupérez, vous avez perdu 2 plus 1, ça fait 3. Mais si vous gagnez 4, donc vous avez gagné toujours le plus 1. Ça, en partant du principe qu'on aurait un système gagnant, est-ce que c'est valable de l'intégrer ou Non, parce que malheureusement, il y a des lois mathématiques et statistiques sur ça. Il faut, même chose pour ce qu'on appelle le critère de Kelly, qui est censé être un critère mathématique pour calculer la position idéale en fonction, pour faire grossir le plus rapidement un compte. Plus rapidement possible. Mais ça ne tient pas en compte de la volatilité du Forex. Et donc, pour le Forex, il ne faut surtout pas utiliser le critère de Kelly non plus. Même si vous avez un système à espérance mathématique positive. Il ne faut pas utiliser ce genre de système parce que le maillon faible de tout trader, c'est sa psychologie. Et quand tout va bien, c'est génial. Ça cartonne du tonnerre. Vous pouvez gagner même 10, 15, 20% dans une journée si vous utilisez la croissance maximale et idéale. Mais seulement, ce n'est idéal que sur le papier. Ce qu'il faut, c'est toujours contrôler sa psychologie et donc son risque, donc son argent. Parce que quand vous avez des pertes, et il y en aura toujours, ça fait partie du jeu, ça monte, ça baisse, et ce qu'il faut, c'est perdre le moins possible pour gagner le plus possible. Il n'est pas question d'essayer de faire des biscuits. Non, il n'est pas question d'essayer de se rattraper, il n'est pas question d'essayer d'utiliser des parolis aussi, donc c'est-à-dire que le paroli, c'est aussi une autre façon de parier, donc quand je dis pari, évidemment, c'est aussi trader avec des lots standards qu'on retrouve dans le Forex. Donc, par exemple, si vous misez 1 et que vous perdez, le coup d'après, vous misez 2, vous perdez, le coup d'après, vous misez 3, vous perdez. Vous voyez, tu augmentes comme ça petit à petit. Pour que le trade gagnant que tu chopes rachète tous les trades perdants. Voilà, mais c'est pas comme ça. Ça finit par exploser à un moment. Non, et ça finit par avoir des drawdowns qui ne sont pas du tout, ce qu'on disait au début de l'émission, qui ne sont pas du tout dans le cadre de ton risque maximum. Oui. Et même si tu as un système gagnant, même comme celui d'Ultra Scalping, etc., et que tu te dis, je décide d'allouer 20% de mon capital pour ce système-là, mais je vais le faire avec une martingale ou avec un paroli, et ben ça se trouve, tu vas péter très rapidement tes 20% parce qu'il va y avoir, pour X raison, une série de pertes, alors que si tu avais tradé ce qu'on appelle donc à masse égale, donc c'est-à-dire toujours comme il faut, toujours en calculant correctement sa taille de position, eh bien, vous auriez passé cette période de drawdown pour ensuite avoir les belles séries de trades gagnants qui font que, au final, vous finissez par, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, à être en profit et sur l'année à être profitable. Mais il n'y a qu'avec des paris à masse égale que tu peux lisser ta courbe parce que sinon ta statistique. Que tu peux contrôler ton risque surtout. Parce que effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir des gains réguliers et des gains qui ne font pas vous sentir à faire des pumps d'adrénaline. Parce que ça, sinon, on se retrouve à être un joueur de casino. C'est du gambling. Et là, c'est pour ça que je disais ça. C'est le début de la fin, sinon. Un sujet un peu plus léger, parce que martingale, c'est évidemment, ça fait partie des. Ça fait penser au casino, oui. Oui, et puis ça fait aussi. Quand on ne connaît pas bien le sujet, on a tendance à se dire, oui, mais si tu as un trade perdant et que tu as 50% de chance. Là, tu avais tort, raison. Si ce coup-là, tu peux racheter tes pertes. Même quand on a 70% du temps raison avec le système d'ultra scalping, c'est pas quelque chose qu'il faut faire parce que sinon on met le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux. Et puis c'est ingérable pour faire des backtests en plus, parce que ce genre de stratégie de pari, c'est vraiment au pifomètre. Oui, alors si on peut le faire sur des backtests, oui, ça peut être amusant de se dire on fait ça. Le problème, c'est que ça peut être amusant, mais ça a toujours un coût et ça a toujours un impact psychologique sur le cerveau. Parce que si vos backtests passent sur ça en se disant oui, mais je l'ai testé et en faisant cette stratégie de pari, c'est passé. Votre cerveau va vous dire vas-y, fonce. Non, il ne faut pas vous faire avoir. Avec une stratégie aussi extrême, du coup, 200 trades, c'est jamais assez pour avoir vu le non, parce que effectivement, parce que sinon, du coup, ça augmente considérablement le nombre. Exponentiellement. Ouais.
Ça augmente considérablement le nombre de trades qu'il faut faire pour voir si vous utilisez parce que c'est vraiment comme de tricher en fait, mais pas dans le bon sens. Hein, c'est pas du tout dans votre sens de faire ça. Donc il faut respecter votre plan de trading et respecter surtout votre façon d'investir sur chaque trade. Voilà. Sinon, vous n'allez pas très très loin. Et garder la tête froide. Toujours. Donc pas se mettre en position de péter les plombs et se dire allez je double, je triple. On n'est plus du tout dans le côté j'ai mesuré avant, j'ai confiance dans mes statistiques et l'exécution du système là, si on commence à partir comme ça. Mais bon, c'était une question que je voyais revenir sur certains forums, donc j'avais envie de te la poser pour savoir. Oui, mais le problème, c'est une très bonne question parce que le problème c'est que c'est souvent les débutants ou les gens très peu expérimentés qui vont se dire j'ai qu'à faire ça, ça palliera le fait que j'ai un trade perdant. Alors que ça devrait être fait et contrôlé que par des traders experts qui n'allouent qu'une toute petite partie de leur capital qu'ils ont décidé de perdre pour faire une stratégie ultra agressive. Et ça, il faut être expert. Il faut savoir exactement vous connaître vous-même, parce que quand vous tradez seul face à votre PC, je vous assure que vous découvrez une autre facette de votre personnalité. Et ça, il faut l'avoir fait pendant des années pour pouvoir se dire ok, je respecte ma stratégie de base, je respecte ma gestion financière et j'alloue par exemple 10-15% de mes pertes globales sur une stratégie ultra agressive de type martingale ou de type Paroli. Pour diversifier et quand on se considère comme un expert. Voilà, quand on sait que quand on sait que de toute façon on va pas les dépasser ces 15% maximum de trucs de pertes, parce que sinon j'en connais malheureusement qui se sont dit ça au départ, oui c'est bon, et puis la psychologie a fait qu'ils ont pété un plomb et au lieu d'utiliser que ces 10 ou 15%, ils ont pris 50% de leur capital pour essayer de faire ça. Non, il faut c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut s'endurcir psychologiquement avant de tester des biscuits comme ça, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment pas c'est de la gestion de risque, c'est de la gestion de capital, c'est pas vraiment des biscuits, c'est juste qu'il faut être vraiment très solide et respecter, s'être prouvé à soi-même qu'on est capable de respecter l'argent et de respecter ce qu'on a décidé de faire, tout simplement. Se tenir au plan. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut se le prouver. Donc ça sera la phrase de conclusion de cette semaine. Avoir un bon plan et s'entraîner à l'exécuter et s'y tenir. Voilà. Et ça, en faisant ça, vous êtes avec beaucoup plus de certitude, avec beaucoup plus de garantie, même s'il n'existe jamais 100% de garantie, mais vous avez beaucoup plus de chances de votre côté d'atteindre les véritables objectifs financiers que vous vous fixez de par l'utilisation et l'exploitation d'un système mathématiquement gagnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile également pour votre gestion de risque sur votre trading et vos investissements en général. Oui, parce que ça s'applique à tout, comme on disait. Comme on disait au début. Et on vous donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine émission de la Guilde du Trading. À très bientôt.